pour moi, mon pays, c'est un peu comme si c'était mon enfant. Mon enfant, je l'ai mis au monde et je la fais grandir avec amour. Et peu importe ses défauts, peu importe comment elle est, moi, en tant que mère, c'est à moi de faire en sorte que cet enfant-là elle puisse grandir et évoluer. Mondesi Podcast. The podcast for sales professionals and entrepreneurs. Grow your sales. Grow your business. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Mokonzi. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi j'ai la forme. Je suis Kevin Noumazalai, je suis le fondateur de Mokonzi. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 38e épisode qui s'intitule le Soft Power avec le think tank Les Ateliers Citoyens du Congo, aussi connu sous le nom de ACC. Et nous avons invité donc deux représentantes de ACC pour venir un petit peu nous expliquer qui ils sont, ce qu'ils font, mais surtout venir nous parler du soft power parce que le 7 et 8 août 2021 à Brazzaville, ils vont organiser une rencontre autour justement du soft power qui s'appelle le Soft Power Days et nous avons souhaité en connaître un petit peu plus sur le soft power, mais surtout la vraie question qui est sous-jacente au soft power, c'est comment faire rayonner le Congo et vous allez avoir quelques explications dans notre entretien. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ici, ça va très bien. Oui, on va bien. Super. Alors, je suis très content. Déjà, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation ici sur le podcast. Et je tiens à vous dire que c'est la première fois que deux femmes viennent sur le podcast en même temps. C'est la première fois qu'on a deux invités en même temps. Donc, j'avoue que j'étais un peu nerveux de savoir comment ça allait se passer. Mais j'espère en tout cas que voilà, ça ira bien et qu'il n'y aura pas de souci. Donc, juste pour introduire un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui, on va parler du soft power. Qui est donc un sujet qui est peut-être pas bien connu des personnes qui nous écoutent, mais je vais laisser les intervenantes définir ce que c'est le soft power. Mais avant qu'on puisse commencer, je vais peut-être leur demander, puisqu'elles viennent au nom de l'Atelier Citoyen du Congo, qui est un think tank, donc un groupe de réflexion, hein, si on peut le traduire comme ça en français. Donc, je ne sais pas, Noélie ou Louisie, s'il y en a une des deux qui voudrait peut-être nous présenter ACC, nous expliquer peut-être la vision et les missions de ACC. Je vais commencer. Je tiens à préciser que c'est ma première devant une caméra. D'habitude, je suis derrière. Donc, on inaugure. Du coup, je suis Louisie Bounsana. Je suis membre des ACC depuis cette année et je suis chef de projet. D'accord. Donc, les ACC, c'est les Ateliers Citoyens du Congo. Et les Ateliers Citoyens du Congo, c'est un think tank. Quand on parle de think tank, on parle de groupe de réflexion, ou on peut appeler ça encore laboratoire d'idées. Donc, l'objectif de ce groupe de réflexion, c'est de pouvoir proposer des idées et de faire des études sur ces idées, sur des thèmes en lien avec la société et de pouvoir les proposer aux décideurs d'un pays. Et donc, les ACC aujourd'hui, c'est un groupe de personnes qui sont issues de différents domaines d'activité et également on est dans différentes positions géographiques. On a des membres qui sont en France, au Congo, au Canada, au Sénégal, donc on est un peu partout. On est des personnes de bonne volonté puisque c'est une association et notre amour pour le Congo nous amène à essayer de proposer sur un plateau des solutions pour le bien-être de tous. Donc voilà. D'accord. Alors peut-être Noélie, tu peux peut-être nous expliquer s'il y a des missions ou s'il y a une... C'est exactement ça. Alors, je suis Noélie Ngombe. Moi, je suis responsable de la communication pour les Ateliers Citoyens du Congo, donc les ACC. Donc, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans déjà qu'on mène plusieurs actions. Nous avons organisé des conférences, nous avons publié des articles, généralement sur des plateformes digitales. Nous avons aujourd'hui, comme Louisie le disait, des membres qui sont aussi bien en France, donc dans la diaspora, en tout cas en Europe et au Congo-Brazzaville. Et en fait, pour cette année, nous avons voulu parler donc de soft power, qui aujourd'hui est une notion que peu connaissent, ou en tout cas dont peu de personnes parlent. Et en fait, le soft power, pour faire simple, c'est la capacité qu'un État a à influencer et à orienter les relations internationales en sa faveur.
D'accord. Concrètement, le soft power, c'est la puissance qu'un État peut avoir, une puissance d'influence, de persuasion. Donc, ça passe par la diplomatie, ça passe par la coopération institutionnelle, ça passe par l'attractivité de la culture d'un pays. Ça peut passer également par la diffusion d'une éducation. Quand on voit et qu'on pense McDonald's, c'est la puissance du soft power américain. Donc, ça passe par la restauration. Quand on pense KFC, on pense aux Américains également. Et donc, nous, aujourd'hui, on a voulu s'attaquer à ce sujet qui est important pour le Congo-Brazzaville parce qu'il existe un soft power dont on ne parle pas et qu'on exploite peu au Congo-Brazzaville. Et on veut justement parler du rayonnement de ce pays à travers ces différentes variantes-là, composantes. Très bien, très bien. Et ça me fait penser, parce que tu prends l'exemple justement de KFC, de McDonald's, et ça me fait penser aussi quand je grandissais, on avait souvent ces films américains, les Rambo, je pense qu'il y avait Terminator, et effectivement, on avait toujours ce héros emblématique américain qui venait sauver le monde, et on le voit encore même avec les Avengers de Marvel, où le monde va s'écrouler et c'est toujours aux États-Unis que tout est en train de se casser. Ils viennent sauver le monde en fait. Et ce qui est fort en plus avec le soft power, c'est si on l'oppose au hard power où il y a une puissance entre guillemets, il y a une force, c'est-à-dire que le hard power, ça va être par exemple l'armée, la puissance d'une armée d'un pays. Donc il y a un côté, il y a toute la notion de contrainte. Dans le soft power, il n'y a pas de contrainte, ça se fait insidieusement. Là, en parlant justement du 7e art, du cinéma, on a des références qui sont finalement ancrées dans nos esprits, sans même qu'on s'en rende compte, mais au final qui font rayonner un pays, une culture, une région, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on parle des chinoiseries. Mais quelque part, c'est aussi une puissance pour la Chine d'être devenue une référence en matière de production de produits pas trop chers, ce genre de choses. Et au Congo, il y a nous avons des outils, en tout cas, nous avons des atouts qui font que on peut rayonner dans la sous-région, en Afrique, mais aussi en Europe ou ailleurs, mais on ne les exploite pas. Et aujourd'hui, le but des ACC, c'est justement de mettre l'accent sur certains sujets comme celui-là pour pouvoir dire et montrer que le Congo est un pays qui, en fait, a des atouts, en fait, tout simplement. Très bien, très bien. Alors, j'aimerais bien compléter ce que ma chère camarade et sœur, je dirais même, a dit. Donc aujourd'hui, nous, les ACC, c'est vraiment, on essaye de penser aujourd'hui pour pouvoir proposer un meilleur Congo demain. On est vraiment dans l'objectif de transmettre un héritage à nos enfants. On sait qu'aujourd'hui, tout ne pourra pas se faire, mais c'est dès maintenant qu'il faut travailler pour l'avenir. Et donc, tout à l'heure, on parlait de faire rayonner le Congo. On aimerait bien le faire rayonner de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, et vraiment à long terme essayer d'attirer des investissements étrangers. C'est vraiment important qu'on essaie de faire venir des communément appelés les IDE pour notre pays, quoi. Très bien, très bien. Et c'est justement la question que j'allais poser parce qu'en fait, c'est vrai que le soft power, avec cet anglicisme que nous avons, ça donne un peu l'impression que c'est une expression qui vient de l'extérieur, qui n'est pas tellement, on va dire, francophone aussi dans un premier temps, et donc pas exactement de notre culture aussi. Et c'est pour ça que j'allais poser la question un petit peu à quoi ça sert. Et je pense qu'on a eu une réponse assez claire de pouvoir développer l'attractivité du Congo, et ça je pense que c'est un vrai sujet puisqu'elle se fait de multiples façons. Alors on a plusieurs domaines d'application et je pense que vous l'avez dit toutes les deux, on a parlé d'éducation, on a parlé de la culture et des arts, je crois qu'on peut mettre aussi le tourisme, même si personnellement bien sûr. Je préfère vous dire ma position là-dessus. C'est vrai que quand on parle de tourisme et de culture, ça me fait toujours un peu ça me donne envie de me gratter parce que moi, j'entends toujours ça, mais je me dis qu'on devrait plutôt le mettre sous le parapluie du patrimoine culturel, parce que j'ai l'impression qu'on oublie un certain nombre de thèmes, d'éléments dans justement cette culture. À votre avis, je vous pose la question à toutes les deux, et peut-être que vous pouvez me répondre dans votre capacité peut-être personnelle, mais quels sont pour vous, en fait, concernant ce patrimoine culturel, quels sont les éléments qu'on devrait peut-être regarder et qui pourraient tangiblement construire cette attractivité du Congo? Alors, du coup, le patrimoine culturel, il se compose de plusieurs choses. Alors, moi étant de Brazzaville, j'ai toujours eu la référence, par exemple, de l'école de peinture de Poto-Poto.
Alors, il y a beaucoup de Brazzavillois qui ne se sont jamais rendus dans cette école. Pourtant, là, on retrouve des artistes, des peintres, donc des personnes qui transmettent non seulement des émotions, une histoire, l'histoire du Congo en l'occurrence, et beaucoup de choses comme ça. On passe à côté de ça. Donc moi, ça fait partie du patrimoine culturel du Congo. Après, par rapport à la région, on parle par exemple de Brazza-la-Verte, on le dit souvent. Donc voilà, s'il y a beaucoup de végétation. Et ça rejoint aussi l'idée du tourisme, peut-être organisé. Dans certains pays, on a des tours opérateurs, on peut visiter plusieurs lieux, aller sur l'île Mbamou, aller aux cataractes, ce genre de choses. Et aujourd'hui, au Congo, c'est pas développé. Donc tout ça, c'est aussi un patrimoine culturel qu'on exploite peu. En ce moment, on parle beaucoup de la baie de Luango parce qu'il y a une personne qui aurait construit un mur justement là-bas et qu'il faut protéger un tel lieu. Voilà, ce genre de choses aussi, ce genre de lieux, font partie du patrimoine culturel du Congo. Et en fait, on en parle tellement peu qu'on finit même par penser qu'il n'y en a pas. Mais en fait, le Congo est riche culturellement, aussi bien par nos écrivains, parce qu'il y a beaucoup il y a des personnes qui écrivent au Congo sur ce que nous avons vécu ou autre, aussi bien par les artistes, la musique. La musique, c'est un bon moyen de valoriser une culture, de mettre en avant une histoire. Et donc, ça fait aussi partie d'un patrimoine culturel. Enfin, c'est tellement gros et vaste que, voilà, il y a beaucoup de choses à faire, je pense. Mais justement, moi, j'ai une question qui vient avec ça, parce que je connais des artistes, je connais des auteurs et des écrivains qui sont basés au Congo et qui clairement ne vivent pas de ce qu'ils produisent intellectuellement parlant. Et on l'a vu avec le Covid dernièrement, ça a été très difficile pour notamment les artistes de pouvoir se retrouver sur scène et de pouvoir simplement gagner leur vie. Et j'en suis presque même triste de voir que ces personnes sont en fait des influenceurs à défaut et que elles servent les intérêts de certaines entreprises pour de la boisson, pour des choses comme ça, parce que clairement, il y a de l'argent à gagner dans ces choses-là. Moi, j'aimerais peut-être te poser la question à toi, Louisie, parce que c'est vrai que le podcast, on s'adresse aussi à des entrepreneurs et on veut aussi parler aux personnes qui sont indépendantes et qui ont décidé de ne pas forcément chercher le salariat et de pas chercher à être en entreprise, de vivre de ce qu'elles sont capables de faire. Donc, ça touche aussi les artisans, quelque part, puisqu'on parle du tourisme aussi dans ce sens-là. Il y a les peintres, on a parlé de l'école de peinture, mais qu'est-ce qui manque à ces entrepreneurs, si on peut les appeler comme ça, de pouvoir contribuer à développer ce patrimoine culturel ? Moi, j'ai envie de dire déjà, on a un travail à faire, chacun d'entre nous. Je pense qu'on devrait essayer de favoriser le Made in Congo, essayer de consommer ce qui se fait chez nous, vraiment, et pour soutenir ces entrepreneurs-là, et peut-être de l'accompagnement. Aujourd'hui, on est dans un monde où on a l'ère du numérique, qu'on essaie d'accompagner ces entrepreneurs-là, à pouvoir se développer au niveau d'Internet, etc. Bien que ça peut être difficile chez nous, on a des problèmes de coupure, on peut avoir des problèmes d'Internet, mais que ces personnes-là puissent se rapprocher de centres qui peuvent les aider. On parle de personnes qui se lancent ou de personnes qui ont des petites entreprises. Et donc, voilà quoi. Pour rejoindre ce que tu disais, Kevin, par rapport aux artistes, musiciens et autres, je pense aussi qu'il doit y avoir un cadre législatif qui doit bien être défini. En France, par exemple, on a la SACEM, donc il y a des musiciens qui arrêtent leur carrière, mais qui continuent à toucher des droits, parce qu'il y a des droits d'auteur sur tout ce qu'ils ont eu à produire. Au Congo, aujourd'hui, c'est pas très clair. Je veux dire, nous, on a, par exemple, un groupe comme Extra Musica, comme on le disait, ils vivent beaucoup de mécénat, entre guillemets, culturel ou de donations, alors que c'est des personnes qui ont produit des tubes connus, en tout cas sur le continent africain, et qui malheureusement ne touchent pas forcément les droits, selon si on est chef d'orchestre ou juste guitariste ou autre. Donc je pense vraiment que ça aussi, c'est un travail que je pense les autorités, entre guillemets, les personnes qui sont censées le faire, voilà, ils doivent encadrer, entre guillemets, tout ce qu'il y a autour en fait de ces différents arts là, aussi bien musique, peintre, cinéma et autres. On ne parle pas des réalisateurs, mais il y a des réalisateurs congolais, il y a des films congolais aujourd'hui. Et pareil, quand Luizy disait, les plateformes, le digital, c'est une manière de vendre un pays à l'extérieur. Si à l'intérieur du Congo, on ne peut pas déjà se vendre, mais qu'on leur donne au moins la possibilité de séduire aussi d'autres personnes et de mettre, je ne sais pas, en avant un film, un court-métrage sur une plateforme, sur peut-être même le site de l'ambassade
du ministère de la Culture, ce genre de choses en fait. Il y a des actions à mettre en œuvre, je pense, pour aider les entrepreneurs selon les métiers qu'ils ont, quoi. Effectivement, je partage totalement cet avis parce que je pense d'ailleurs à une amie actrice aussi qui a été à la tête de quelques longs métrages qui s'appelle Mira Lucy et qui était passée justement sur Africa 24 et qui avait expliqué un petit peu en détail les difficultés justement que c'est de travailler, mais elle a surtout donné aussi son histoire concernant sa passion, et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont en train de développer justement des passions culturelles, des passions intellectuelles de ce type, un petit peu quelque part dans des quartiers de manière très très modeste et qui ont besoin de ce tremplin pour décoller et pour faire valoir ce qu'ils savent faire. Donc on a envie de aussi lancer ce message à toutes les personnes qui gèrent la culture au Congo de se pencher sérieusement sur cette question. Alors concrètement, parce que évidemment là on est un petit peu en surface, moi j'aimerais bien que vous puissiez nous dire peut-être chacune à votre tour comment vous allez pouvoir inciter donc ces gouvernants à peut-être plus regarder une exportation de ce qu'on sait faire de mieux au Congo en termes culturels, que de peut-être regarder à l'inverse cette idée que les gens vont venir au Congo pour pouvoir consommer ce que nous on fabrique. Alors l'événement qu'on organise du coup les 7 et 8 août prochains à Brazzaville, j'espère en tout cas, c'est un événement qui va aider justement aussi bien la population congolaise que les dirigeants à réaliser et à prendre conscience du potentiel que le Congo a. Donc ça va être la mise en avant de la tradition, l'éducation, le tourisme, la littérature, le développement durable, la diplomatie. Donc, il y a toutes ces composantes-là, entre guillemets, du software qui vont être mises en avant et qui vont permettre à chacun d'entre nous de réaliser que ce sont des atouts pour le Congo-Brazzaville et que c'est à travers justement ces composantes-là qu'on pourra non seulement attirer des investisseurs, mais créer une réelle économie derrière. Aujourd'hui, quand on parle de diplomatie, de littérature, il y a des pays qui excellent dans ce cadre-là. Aujourd'hui, quand on parle d'éducation, par exemple au Rwanda, il y a beaucoup d'Africains qui se disent « Ah, moi, je vois bien envoyer mes enfants au Rwanda » parce que, justement, ils ont réussi à développer et à vendre, en fait, ces composantes-là du soft power. Et donc, aujourd'hui, je me dis qu'en août, après deux jours passés avec des artistes, passés avec des Congolais qui excellent dans leur domaine, chacun, normalement, les dirigeants, à la fin de ces 2 jours-là, devront se dire on va accélérer le mouvement sur ces différents sujets-là parce que justement, on va attirer du monde. Et attirer du monde, c'est aussi attirer de l'argent et attirer justement toute une économie qui est endormie, en fait, quelque part. D'accord. Louisie, vous avez peut-être... Pour ajouter, juste pour ajouter par rapport à ce que Noélie a dit, à travers l'événement-là, ça serait un début pour commencer, on va dire, une nouvelle ère de quelque chose, on espère du moins, et vraiment essayer de trouver des solutions pour encadrer ces personnes-là, les mettre en lumière à travers la formation, parce qu'il y a aussi des formations qui existent dans d'autres pays, par exemple pour le cinéma ou encore la littérature. Vraiment trouver un moyen de les encadrer et de les mettre en lumière. Vraiment, vraiment. D'accord, très bien. Je pense qu'on a pu un petit peu voir définir ce que le soft power est, comment on peut l'utiliser, ces domaines d'application. Dans cette deuxième partie, nous allons continuer notre conversation sur le soft power avec Noélie et Louisie. Nous allons particulièrement nous intéresser sur l'importance du soft power pour les entrepreneurs, mais surtout pour les Congolais. Nous allons revenir sur le manifeste et nous allons parler de citoyenneté. J'aimerais juste peut-être que vous puissiez me dire, puisqu'on a parlé de diplomatie, on a parlé de patrimoine culturel. Évidemment, on a eu des élections dernièrement avec un programme politique qui touche justement ces éléments-là. Comment le Congo peut utiliser justement ces ressources culturelles ou ces ressources, parce qu'on a parlé d'éducation aussi, donc je vais pas m'avancer en faisant des suppositions sur la partie éducation. Je vous laisse peut-être à chacune de vous me dire exactement de quoi il s'agit quand on parle d'éducation pour le soft power. Mais comment ça se traduira pour justement le gouvernement qui est en place, pour que si demain il décide d'appliquer ou de mettre en
en marche une stratégie de soft power pour le Congo, pour son attractivité à l'extérieur. Quelle va être un petit peu la feuille de route, j'ai envie de dire, pour ce gouvernement, pour les gouvernements après, d'ailleurs? Alors, du coup, les ACC ont organisé il y a quelques mois, en fait, c'était juste avant les élections présidentielles, un concours où, en fait, on proposait aux Congolais de s'exprimer sur différents sujets, dans l'éducation, dans la diplomatie, dans le développement durable. Et en fait, suite à cela, nous avons publié un manifeste qu'on peut retrouver sur notre site internet, d'ailleurs. Et en fait, dans ce manifeste, en fait, il y a plusieurs propositions, justement, qui sont données aux décideurs, entre guillemets, au Congo, du Congo, pardon. Et là, si on prend le sujet de l'éducation, il y a eu plusieurs propositions. Moi, là, je reviens sur des propositions qui me semblent, entre guillemets, propres, familières. L'idée, par exemple, de réintroduire l'histoire du Congo, des royaumes, Téké, Luango et autres dans l'histoire qu'on enseigne aux enfants. C'est hyper important. Il faudrait valoriser en fait notre propre histoire que de parler uniquement de Première ou Seconde Guerre mondiale parce que nous n'avons pas forcément été directement impliqués. Donc ça peut être un des sujets. Revoir les manuels scolaires, ça n'a pas été fait depuis des années. L'idée, pareil, également d'introduire parfois des cours un peu plus manuels parce que, par exemple, en Europe, il y a des filières beaucoup plus techniques, beaucoup plus manuelles. Donc, tous les enfants ne sont pas forcément réceptifs uniquement aux cours théoriques. Donc, ça aussi, ça peut être une idée. Peut-être recréer quelques filières. Il y a beaucoup de métiers d'artisanat qui meurent aujourd'hui. Les forgerons, on a aussi, pareil, les ébénistes, ce genre de métiers-là. Peut-être qu'il faudrait revoir aussi dans tout ce qui est sujet d'éducation. Après, la diplomatie, c'est large. C'est aussi bien interne qu'externe. Quand on parle de diplomatie, on peut voir aussi le rôle que nos ambassades jouent dans les pays où ils sont implantés. Est-ce qu'il faudrait donner un peu plus de poids à la diaspora? C'est aussi une des idées. Parce que la diaspora peut être vecteur de croissance économique dans la mesure où nous, on envoie de l'argent à nos parents qui sont là-bas. Donc, c'est une économie qui se crée à travers ces dons-là. Et donc, ça aussi, ça a trait, en fait, ça a un lien avec la diplomatie. Donc, c'est un peu ce genre d'idées-là que les ACC produisent et proposent. Et après, c'est aux décideurs de voir ce qui peut être mis en place, dans quelle mesure, à court, moyen, long terme, c'est aussi à eux de voir. D'accord. Alors, juste pour revenir un petit peu sur ce que vous avez dit toutes les deux, effectivement, vous avez un site internet, donc ateliercitoyenducongo.com, et sur lequel vous pouvez aller consulter le manifeste du soft power, dans lequel justement on retrouve les propositions sur le patrimoine, on retrouve sur la diplomatie, la musique, le tourisme, également l'éducation. Je vais juste lire quelques propositions pour essayer d'étayer un petit peu ce qui a été dit. Donc effectivement, on a répertorié, réhabilité et préservé les monuments historiques du pays, intégré largement les programmes scolaires, les personnages qui ont fait partie du roman national congolais, contribuer à élargir la participation de la jeunesse congolaise à la vie culturelle. Alors, moi, quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, tiens, ça c'est vraiment très intéressant, et je pense qu'il y a des personnes qui sont aussi dans cette même démarche, notamment pour ce qui concerne du patrimoine historique. Nous avons un monsieur qui s'appelle Assim Tal Bukambu, qui personnellement est un grand frère pour moi, et qui est en train justement de faire un gros travail sur les archives du Congo pour justement nous rappeler un petit peu quelle est l'histoire. Et je vois aussi sur les réseaux qu'il y a des podcasts, il y a des chaînes, je crois, Facebook sur l'histoire du Congo qui se créent un petit peu ça et là, pour essayer de revenir là-dessus. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, parce que les propositions que vous faites dans votre manifeste, elles sont très intéressantes et elles sont pertinentes, mais est-ce que vous avez déjà été confronté à une forme de résistance vis-à-vis de ce que vous proposez? Parce que vous êtes toutes les deux congolaises, je suppose que Louisie, Noélie, vous êtes congolaise, moi je suis congolais également. On sait bien qu'au Congo, il y a un certain nombre de thèmes qui ne sont pas, je dirais, abordés précisément dans le cadre de vos propositions.
je pense par exemple notamment à l'histoire du Congo. C'est quelque chose qui est très délicat, qui est quelque part même voire polémique, parce qu'il y a des événements historiques que le Congo n'a juste pas envie de commémorer, n'a pas envie de se souvenir. Est-ce que véritablement ce genre de message que vous portez, qui est un message important, qui est un message noble, est-ce que vous rencontrez de la résistance de personnes qui vous disent oui, mais vous savez, on peut le faire, mais bon, c'est juste, c'est pas possible. Est-ce que vous avez de la résistance à ce niveau-là? Moi, j'ai envie de dire, il y a de la résistance, oui. Que ce soit au niveau du Congo même ou du Congo, des personnes qui sont à l'extérieur. On a affaire peut-être à des personnes qui se disent que oui, on n'a pas d'histoire tout simplement, parce qu'à un moment donné, il y a un trou. Quand on prend par exemple au niveau de l'école en France, on nous parle de l'histoire en commençant des dinosaures jusqu'à aujourd'hui. Alors que nous, on a un trou dans le temps. Avant le roi Makoko, ça reste difficile, même sur Internet, de remonter, de trouver des choses, à part quelques personnes. Et du coup, on peut avoir affaire à des gens qui se disent oui, mais nous, le Congolais n'a rien fait, etc. Alors que c'est complètement faux. Moi, aujourd'hui, je trouve que c'est très, très, très important de connaître son histoire pour faire réveiller sa citoyenneté, son patriotisme. Et également, on dit, on sait où on va lorsque l'on sait d'où l'on vient. C'est vraiment très important. Donc, même si au niveau des politiques aujourd'hui ou au niveau des structures, au niveau des bibliothèques, ça reste difficile, on a Internet qui peut nous aider et chacun à notre niveau dans nos familles, on peut être responsable de notre progéniture et vraiment les enseigner. Donc vraiment, c'est très important pour moi. Moi-même, j'en ai fait la démarche. J'ai connu le Congo, j'avais 23 ans. Je connaissais absolument rien et de moi-même, j'ai pu faire des démarches et essayer d'apprendre un maximum de choses. Donc, le Congo et son histoire est très important. Tu souris, Noélie. Effectivement. Pour compléter ce que Lucie disait, il y a de la l'un des reproches que les ACC ont eu, en tout cas, l'un des reproches qu'on a eu au début, c'est très théorique, vous faites des conférences, vous ne produisez rien. Parce qu'au départ, c'était beaucoup d'échanges en fait avec les Congolais, entre Congolais sur différents sujets et tout ça. Et en fait, là, en produisant le manifeste, on l'a publié. Ceux qui l'ont lu comprennent en fait l'intérêt en fait d'avoir publié ces idées-là. Ceux qui ne l'ont pas lu ont encore des interrogations. Donc moi j'invite déjà les personnes à lire avant de entre guillemets d'émettre des idées ou de penser que on écrit juste et qu'on discute. Et après une autre chose, c'est que les gens veulent du concret aujourd'hui parce que le Congolais aujourd'hui a une vie qui n'est pas évidente, entre le chômage, les problèmes du quotidien, le manque d'eau, le manque d'électricité, pour nos parents qui sont parfois retraités, qui ne touchent pas forcément des retraites au bon moment parce qu'il y a des arriérés de paiement et autres. Donc quand on vient leur parler de diplomatie, de culture et autres, ils se disent « mais vous êtes loin de notre quotidien, nous on ne vit pas ça au quotidien ». Mais aujourd'hui, le discours des ACC, c'est de dire, comme Lucie le disait, on prépare la génération d'après. Et en fait, on ne peut pas bâcler ces sujets-là aujourd'hui, même si nous avons des problèmes au quotidien. Certes, on en a, il faut les régler, mais il faut aussi préparer l'avenir parce que nous, on n'a pas forcément préparé le nôtre au Congo-Brazzaville. Moi, je me souviens petite au Congo. Moi, j'habite Kinsundi à Brazzaville. Donc, quand j'étais petite, je me souvenais, on avait un téléphone à la maison. Le téléphone sonnait, je pouvais parler à mes tantes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que les lignes ne marchent pas, parce que les infrastructures ne sont plus les mêmes. Beaucoup de choses ont changé et pas forcément dans le bon sens. Donc, j'ai conscience de ça. Nous avons conscience de ça. Mais on propose des choses pour que le futur soit meilleur, en fait. C'est juste ça. D'accord. Et peut-être ma question subsidiaire, parce que effectivement, il y a ce que j'aime bien chez toutes les deux, c'est qu'on sent qu'il y a beaucoup de volonté. Et j'ai pu aussi écouter, je crois, votre président, le président d'ACC, qui a pu aussi intervenir, je crois, sur Instagram ou sur d'autres plateformes pour partager un petit peu le projet qui est justement ACC et ce que vous souhaitez faire. Donc, moi, personnellement, c'est vraiment quelque chose que j'encourage et je voudrais réitérer évidemment l'appel de pouvoir aller regarder votre site, de télécharger le manifeste, de partager. On mettra le lien en description pour que les gens puissent le retrouver facilement. Et je pense que ce qu'on a pu soulever là, ce sont des éléments très concrets. Mais par contre, est-ce que vous pensez qu'il ne faudrait pas
peut-être avoir aussi une approche peut-être terre à terre, c'est-à-dire une approche, je dirais, à l'échelle micro, puisque effectivement la diplomatie et même les actions du gouvernement sont perçues par les Congolais, on va dire, j'aime pas ce terme lambda, mais on va dire les Congolais moyens, comme étant quelque chose qui est très, très distant de leur quotidien, effectivement, puisque le Congo, c'est les problèmes d'électricité, les problèmes d'eau, c'est souvent les problèmes de transport, c'est évidemment les problèmes d'arriérés, que ce soit salaire ou pension, c'est un petit peu à la même enseigne. Et puis, il y a aussi les problèmes de sécurité, sécurité urbaine avec ce phénomène de bébé noir qui ne fait que prendre de l'ampleur et qui ne fait qu'être exacerbé par les tensions sociales. Donc, quand je vois tout ça, effectivement, les Congolais sont en train de penser à leurs besoins physiologiques. On va dire ça comme ça, que leurs besoins sociaux, que d'aller peut-être... Donc la question, c'est peut-être comment on peut, à l'échelle micro, engager justement ces Congolais à non seulement prendre part à la discussion, mais aussi, on l'a dit tout à l'heure, à soutenir les entrepreneurs. Comment on peut véritablement donner ce moyen à ces Congolais de pouvoir aussi être je dirais les artisans de ce changement de mentalité quelque part. Je donne la parole à qui veut la prendre. Moi, je pense qu'il y a un travail qui doit être fait par la société civile. Et c'est ce que les ACC fait en fait aujourd'hui. C'est que c'est pas dans l'autre sens. On a souvent tendance au Congo, sans incriminer, à être attentiste. On attend que l'État fasse pour nous. Et là, en fait, la démarche que les ACC, on met en place en fait une démarche inverse. C'est-à-dire que c'est à nous, la société civile, de dire quels sont nos besoins, qu'est-ce qui se passe et quelque part même de nous proposer nos propres solutions. Et c'est ce qu'on fait à travers le manifeste. Malheureusement, on n'a pas des moyens, en guillemets, financiers de dire qu'on va réparer telle ligne téléphonique ou d'électricité dans tel quartier parce que déjà, ce n'est pas notre rôle et on ne pourra pas le faire. Mais en disant, il y a des problèmes dans tel quartier, au moins on identifie et on en parle. Et pareil, on donne la parole aux gens. Là, on a publié sur notre page Facebook un micro-citoyen. Et c'est quelque chose qu'on va réitérer. On donne la parole à des personnes dans la rue par hasard. On leur pose des questions. Pour lancer le sujet du soft power, on leur a demandé ce qu'ils pensaient et s'ils connaissaient en fait ces notions-là. On a publié ce micro-citoyen-là. Et je pense que les ACC vont justement multiplier ce genre d'actions-là où on donnera la parole et on aura le vrai ressenti, comme tu disais tout à l'heure, Kevin, en guillemets, du Congolais moyen, enfin du Congolais tout court, quoi, en fait. Ouais, voilà. Et voilà, financièrement, on n'a pas la capacité, malheureusement, de venir, par exemple, de faire un don je dis une bêtise, de 200 matelas au CHU, même si on aimerait le faire. Mais en bousculant les choses, je pense qu'on pourrait justement débloquer, qui sait, peut-être des budgets par-ci, par-là, pour pouvoir concrètement agir auprès des particuliers. Très bien. Juste pour compléter ce que Noélie disait, donc nous, à notre niveau, c'est vraiment essayer d'être un pont. On représente la société civile, mais essayer d'être un pont entre la société civile et les autorités. Une personne lambda, elle peut avoir un problème pour prendre audience au niveau d'une autorité ou de nos honorables, comme on dit chez nous. Ça peut être difficile. Alors que nous, par rapport à ce qu'on fait, par rapport aux événements, par rapport à l'ampleur qu'on va prendre, c'est d'essayer d'être crédible aux yeux de ces personnes-là et pouvoir leur exposer vraiment les problèmes du quotidien de tout un chacun. Très bien, très bien. Alors, avant qu'on touche un petit peu sur votre événement clé du 7-8 août, qui va justement parler du soft power à Brazza, j'aimerais juste vous poser une dernière question sur cet aspect-là avant qu'on regarde votre événement. Pour un entrepreneur, concrètement, comment il peut faire est-ce que vous, déjà, à titre en tant qu'ACC, est-ce que vous allez peut-être aider des entrepreneurs aussi à se faire connaître, à pouvoir aussi faire partie de cette démarche de soft power, de pouvoir aussi se préparer ou au moins faire partie d'une équipe d'ambassadeurs, parce que j'aime bien ce terme d'ambassadeur que d'être représentant d'un pays, bon, parce qu'on a évidemment le passeport, mais d'être un ambassadeur justement culturel. Je sais que dans votre manifeste, je ne veux pas évidemment tout lire, je laisse la surprise à tous ceux qui doivent le lire et qui ont besoin de le lire, d'aller le lire, mais je sais que vous avez parlé de sapologie, notamment dans la diplomatie, et c'est vrai que la sapologie
c'est pas du tout codifié comme activité. Il y a des gens qui se donnent la paternité, enfin bref. Mais est-ce que pour des entrepreneurs qui sont dans le domaine de la culture, on a parlé cinéma, on a parlé peinture, on a parlé donc on va dire les artisans culturels, je vais peut-être les résumer un peu dans ce sens-là. Comment ces personnes-là peuvent se préparer pour rentrer un petit peu dans votre vision qui est celle de pouvoir partager le soft power, partager les principes du soft power au Congo pour qu'ils puissent aussi apporter un petit peu leur pierre à l'édifice? Alors, au niveau des ACCT, il est prévu éventuellement, en fait, on ne peut pas tout dévoiler vu que ce n'est pas encore prêt, mais voilà, c'est ça. On veut aider en fait ces personnes-là. J'ai lu un article récemment qui disait qu'il y avait énormément d'entrepreneurs en Afrique, et c'est vrai parce que le mot entrepreneuriat prend une ampleur incroyable, et parce que justement les gens ne veulent plus attendre que ça vienne de là-haut en guillemets. Donc avec leur savoir-faire, ils créent, ils proposent, voilà, ils se donnent, et c'est très bien. Donc du coup voilà, les ACC préparent quelque chose pour les entrepreneurs. Peut-être que ce sera une aide financière, peut-être que ce sera un fonds, en guillemets, créé. Mais en tout cas, on est sur le sujet parce qu'on veut être beaucoup plus concret et on veut les accompagner à vendre leur art hors du Congo-Brazzaville. Et parce que c'est un honneur pour nous. Comme Lucie le disait au départ, on a un leitmotiv commun. On aime ce pays et on veut qu'il brille et que les gens l'aiment autant que nous, on l'aime. Donc oui, il y a des choses qui se préparent dans ce sens-là. Vu que ce n'est pas, c'est pas finalisé, on ne peut pas en dire plus malheureusement, mais ça arrivera. Il n'y a pas de souci, et donc on invite les uns et les autres à pouvoir aussi vous suivre sur vos comptes Instagram, la page Facebook, allez visiter le site internet également pour suivre un petit peu vos actualités. Je crois que vous avez un blog aussi sur le site internet, donc c'est aller regarder, lire les blogs, et je pense que c'est important. Moi je suis de ceux qui considèrent qu'on a besoin de structurer les entrepreneurs, que l'aide financière n'est pas uniquement, je dirais, le Graal qu'il faut apporter aux uns et aux autres. L'accompagnement aussi. Il faut absolument structurer les uns et les autres. Et j'invite donc aussi ceux qui nous écoutent à pouvoir s'appuyer sur les différents épisodes qu'on a réalisés ce mois de juin avec justement 2 entrepreneurs de la tech qui nous expliquent un petit peu leurs difficultés justement pour évoluer dans la tech, la cherté de certains services pour pouvoir créer d'autres services avec la problématique des API, etc. Donc tout ça, fait, c'est des vrais débats à avoir et des vrais sujets à relever. Alors peut-être Louisie, je ne sais pas si tu voudrais prendre la parole pour nous expliquer un petit peu votre événement qui va se tenir du 7 au 8 août à Brazzaville. Comment il se prépare déjà, et puis pour ceux qui souhaitent venir, comment on fait? Est-ce que c'est payant? Est-ce qu'il faut réserver à l'avance? Est-ce qu'avec un SMS on peut rentrer? Comment ça marche? Alors, du coup, on prépare un événement les 7 et 8 août à Brazzaville. Donc, le 7 août, c'est un événement qui se passera au Radisson Blu de Brazzaville, et le 8 août au Centre Zola de notre cher frère Hassim Tall, ainsi que ses collègues. Le 7 août, ça sera plus un côté économique, j'ai envie de dire. Donc, il y aura une conférence toute la journée. Et la partie culturelle, ça sera plus le 8 au Centre Zola. Pour les inscriptions, donc le 7, c'est un événement qui est gratuit. Faut s'inscrire à l'avance. On a déjà des inscrits et c'est des places limitées. Donc, si les gens veulent s'inscrire, c'est maintenant ou jamais, hein, parce que on vient pas là que le. Et le 8 août, c'est un événement où l'entrée est à 2000 francs. D'accord. Donc, il y aura des artistes qui sont présents, il y aura des spectacles, il y aura également des expositions. Donc, toujours dans l'optique de mettre en avant le Made in Congo. Il y aura également des entrepreneurs qui vont proposer leurs produits. Des Congolais, pas que du Congo, des Congolais qui vont venir également de l'étranger. Donc, on essaie vraiment de mettre en avant le Congolais, mais pas que au Congo. Peut-être un peu d'infos par rapport au programme. Donc, on va parler le 7 de plusieurs sujets qui concernent le soft power qu'on a évoqué tout à l'heure, donc diplomatie, cinéma, tourisme, etc. Et on aura des experts qui vont donner leur point de vue et également, pourquoi pas être force de proposition justement, vu qu'il y aura également, j'espère, qui vont répondre
de manière positive à notre invitation, des représentants de notre pays. Donc voilà. D'accord. Je vous ai pas demandé à toutes les deux, mais Oui. effectivement, on a introduit en disant que ACC, c'est donc Atelier citoyen du Congo. Mais j'aimerais bien que vous puissiez peut-être me dire quelle est pour vous la définition d'être citoyen au Congo. Comment vous regardez la définition de la citoyenneté, qui est quelque chose de très personnel. J'aimerais avoir votre point de vue un petit peu là-dessus. Comment vous regardez la citoyenneté et cette appartenance au Congo? Pour moi, la citoyenneté passe par la responsabilité. D'accord. Donc, on est citoyen d'un pays quand on se sent responsable de ce qui s'y passe. Moi, quand j'entends qu'il y a des émeutes ou qu'il y a des vols ou des agressions, j'ai mal parce que j'aime mon pays et je pense que c'est peut-être parce que je me sens justement citoyenne, entre guillemets. À titre personnel, à côté des ACC, j'ai un collectif Pentrel où on organise, par exemple, des collectes de serviettes hygiéniques qu'on distribue à des jeunes collégiennes, des dons de matelas pour... on a eu à faire un don de matelas, par exemple, à l'hôpital Blanche-Gomez pour les maternités, pour les enfants. Voilà, ce sont des actions citoyennes parce que, justement, je me sens responsable de ce qui s'y passe. Mais quand je dis responsable, c'est à mon échelle, en fait, vraiment. Et pour moi, la citoyenneté passe par le mot responsabilité. C'est comme ça que je le définis, en fait. D'accord. Très bien. Pour ma part, citoyenneté, ça rime avec amour et patriotisme. J'ai envie de faire une petite caricature. Pour moi, mon pays, c'est un peu comme si c'était mon enfant. Mon enfant, je l'ai mis au monde et je l'ai fait grandir avec amour. Et peu importe ses défauts, peu importe comment elle est, moi, en tant que mère, c'est à moi de faire en sorte que cet enfant-là elle puisse grandir et évoluer. Et même si demain, je ne suis plus là, de laisser des traces et de laisser ce qu'il faut pour que cet enfant-là grandisse correctement. Et c'est un peu comme ça que je vois le Congo aujourd'hui. Le Congo, j'ai envie de dire, je l'aime comme si je l'aimais une personne. Et par rapport à cet amour-là, peu importe les défauts, peu importe ce qui va mal chez nous, en tant que citoyenne, je me dois d'essayer de faire quelque chose, ne serait-ce que la moindre petite chose. Je sais pas moi, aider une personne de sa famille à pouvoir se développer ou pourquoi pas un inconnu. Ça peut être une grande chose comme essayer de créer une activité bien que difficile. Ça peut être vraiment sur plusieurs domaines qu'on peut intervenir. Et même la plus petite chose, j'ai envie de dire, elle est importante aujourd'hui. Ne pas délaisser son pays, vraiment. Effectivement. Et à ça, je suis... Moi, ça me fait plaisir d'entendre des personnes qui ont justement de la diaspora aussi, qui ont ce message-là, parce qu'on a souvent tendance à se dire que les gens quittent le Congo parce qu'ils ne l'aiment plus, parce que peut-être ils n'ont pas envie d'y retourner. Et je disais à juste titre à justement un ami que la diaspora va avoir un rôle à jouer, je pense, très très important dans les 10, 15, 20 ans à venir, peut-être en termes évidemment d'aide financière, en termes de compétences, en termes de réseau, en termes aussi de propositions. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Et je suis vraiment personnellement très content de savoir que voilà, il y a deux jeunes femmes qui sont en France et qui justement portent ce message. Le podcast de Mokonzi est disponible sur 5 plateformes de streaming. Vous pouvez également nous soutenir et faire de la publicité sur les épisodes du podcast de Mokonzi en allant simplement sur le site buymeacoffee.com/Mokonzi. Vous pouvez choisir vos emplacements publicitaires et vous pouvez également faire des dons pour soutenir l'expansion du podcast. On va arriver sur un petit peu la troisième partie de notre entretien. Alors, c'est des questions plutôt, on va dire, un peu personnelles, mais j'aimerais vous poser à toutes les deux, quelles sont les 3 choses que vous adorez au Congo? Ouh. 3 choses. La musique, évidemment, Noélie. D'accord. Ah oui, toujours. Toujours.
Grande fan de Kiburkiri. Moi, je suis une rumba addict, donc moi, la musique congolaise, j'ai dans la peau. Moi. Ouais. Déjà, oui, surtout les vieilles chansons, c'est les meilleures, hein, honnêtement. Ouais. La musique, moi, le climat aussi. Hein. Moi, je me sens bien au Congo quand j'arrive. Voilà, la chaleur, dès que j'arrive à Maya-Maya, la chaleur, là, déjà, ça me fait du bien. Et puis, troisième chose, c'est l'art culinaire. Enfin, la nourriture. Là, sans discussion, Louisie, le 3 pièces. Ah. Voilà. Si je peux manger congolais toute la semaine, je mange toute la semaine. Mais 3 pièces, meilleur plat congolais pour moi. Waouh. Ok. Et toi, Kevin, entre le manioc et la semoule? Ah bah moi je suis pas un fan de manioc, je suis plutôt un fan d'igname. Donc moi c'est plutôt l'igname que je mange. Mais c'est vrai que moi c'est le poisson surtout. C'est le poisson que j'aime beaucoup parce que il y a un poisson, je sais plus comment on l'appelle, mais c'est un poisson qui est énorme, un poisson d'eau douce. Je vous enverrai la photo où mon père en avait acheté et on était à 5 ou 6 à le manger tellement il y avait encore des restes. Donc moi c'est le poisson, c'est les fruits surtout. Parce que quand vous êtes en Europe, les fruits, on vous donne des mangues, c'est des mangues, elle n'a pas fini de grandir et on vous dit non, c'est prêt. C'est pareil pour les ananas. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'avais un voisin qui un jour me voit en train d'acheter un ananas à une maman dans la rue et elle voulait me vendre l'ananas à 3000 ou 3500 francs. Et il vient, il saute sur moi et me dit « Ah non, c'est trop cher, tu peux pas acheter ça à ce prix-là ». Et moi, dans ma tête, j'étais en train de me dire, mais en fait, quand on va en Europe, un ananas qui coûte peut-être 5 €, bon, c'est un petit ananas peut-être tout rabougri, qui n'a pas de sucre, et qui n'a pas de goût. Et là, j'avais un ananas, mais qui était énorme. Énorme. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il, lui, il se rend compte de ce qu'il est en train de faire? Puis je me disais, mais c'est même pas son argent, pourquoi il est là en train de il va peut-être me demander de l'ananas après. Donc, bon. Non, mais voilà, la nourriture, ça c'est sûr. Et puis je pense que la relation avec les personnes. Moi, j'ai beaucoup d'amis sur le Congo. J'ai jamais eu de difficulté le contact. J'ai toujours trouvé le contact assez facile. Bon, on a des personnes un peu difficiles un peu partout, hein, mais j'ai toujours trouvé le contact facile. Donc, accueillant, oui. Ouais, je pense que le Congolais en tant que tel, moi, ça me va. Bon, ça me va. Voilà, Congolais, nourriture, et puis oui, le climat, effectivement, c'est un super climat qu'on a. On a quand même de la chance. Puis on a de beaux paysages. Effectivement, oui. On a mentionné Brazza-la-Verte, effectivement, parce que quand on arrive depuis l'avion, depuis les airs, on se rend compte pendant la journée qu'effectivement, il y a énormément de verdure. Et le bassin du Congo, justement, c'est un des poumons les plus importants de la planète, avec celui de l'Amazonie. Donc, effectivement, j'ai vu dans vos propositions, vous parliez du fonds bleu qui est un fonds qui avait été donc lancé par le président de la République en 2017 pour justement s'occuper de tout ce patrimoine environnemental au Congo, et pas que au Congo, hein, parce que le bassin du Congo, c'est le Cameroun jusqu'en Ouganda, hein, donc ça va très loin. Donc effectivement, oui, c'est un petit peu ça. Alors, ma prochaine question, je vais la reformuler parce que telle qu'elle est là, en fait, c'est pas ce que je vais pas le dire comme ça, mais quelles seraient 3 choses que vous aimeriez voir au Congo? 3 choses qui n'existent pas, mais que vous aimeriez pouvoir avoir accès au Congo. Je commence. Alors, un autre système de santé. Je pense que c'est quelque chose qui est compliqué. Moi, quand je parle de système de santé, je pense à quelque chose de tout bête. C'est le suivi qu'il y a en fait par rapport même aux naissances en fait. Hein, et des personnes qui reviennent voir le médecin au bout de 2-3 mois. On ne sait pas quelle injection ou quels sont les antécédents médicaux en fait. Il faudrait les carnets de santé pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Donc, il y a tout un système qui est à revoir. Les transports en commun, peut-être qu'il faudrait... je sais pas, avoir il faudrait peut-être que l'État s'y mette et qu'il y ait comment on dit ça ? Je vais, pourquoi pas, mais en tout cas je pense qu'il faut revoir les transports en commun. Et puis après un sujet un peu touchy, il y a quelque chose qui me dérange, c'est le regard que les hommes congolais portent sur les femmes congolaises. Donc
Et ça, c'est une histoire de mentalité, c'est une histoire d'éducation, c'est une histoire de beaucoup de choses. Mais un regard dans quel sens? Dans le sens où je trouve que le regard n'est pas bienveillant, en fait. D'accord. L'homme congolais cantonne la femme congolaise à un certain rôle. Et ça se voit dans le gouvernement, ça se voit dans beaucoup de choses. Il y a peu de femmes qui décident. Parce que la femme ne peut pas décider. Beaucoup d'hommes congolais le pensent comme ça. Sans même le penser, ça se traduit dans les faits, en fait, dans comment est constituée la société congolaise, alors qu'aujourd'hui, on est 55% de femmes. Donc, il y a plus de femmes que d'hommes. Mais lorsqu'il s'agit de décider, ce sont les hommes uniquement qui décident. Je ne rentre pas dans un débat, encore une fois, féministe. Parce que... Si, tu rentres dans un débat. Je ne veux pas déborder sur ça, mais je veux juste dire que il faut porter aujourd'hui un regard. La femme congolaise, elle est forte. Elle est forte, elle est présente dans l'économie informelle, elle est présente dans l'éducation parce qu'elle s'occupe des enfants. Elle est forte. Donc, et ce serait bien justement que les hommes congolais aient ce regard bienveillant et voilà, que l'homme congolais accompagne plus la femme congolaise parce que c'est une force, une société où tout le monde a son mot à dire. C'est quelque chose d'important. On a une Angela Merkel aujourd'hui qui part et qui va quitter son poste en Allemagne. Elle est applaudie, il n'y a aucune tâche sur son CV, j'ai envie de dire. C'est une femme forte. Et pourtant, voilà, l'Allemagne est un pays qui a une histoire, qui a un passé que beaucoup connaissent. Mais voilà, elle a su gérer les choses. Et il y a beaucoup de femmes comme ça. Et je pense qu'au Congo aussi, il y en a. Donc, donnez-nous un peu plus de place, s'il vous plaît, messieurs. Et sur ce point, juste pour ajouter, c'est vrai que moi, j'étais... on a fait quelques épisodes sur le 8 mars, il y a quelques mois de ça, pour aussi un petit peu fustiger toute cette attitude autour du 8 mars, donc je vous invite à aller écouter. Mais c'était surprenant de voir que même pendant les élections, on n'a pas eu une femme qui ait décidé de se présenter, même en tant qu'indépendante. Et ça, j'ai trouvé ça assez étrange, puisque les plus grands partis politiques au Congo se targuent au moins de pouvoir dire qu'ils ont des structures qui représentent les femmes en interne. Donc, j'ai trouvé ça assez étrange. Et puis, de manière générale, oui, c'est vrai qu'on ne les entend pas souvent prendre la parole. Il y a, je pense, un mélange avec l'idée d'autonomisation de la femme qui, à mon sens, appelle aussi à du féminisme et appelle à une forme d'indépendance, mais qui n'est pas très claire. Et je pense que les gens ont du mal à se situer vis-à-vis de ça. Parce que je pense qu'un Congolais ne comprend pas qu'une femme congolaise puisse peut-être se dire qu'elle va juste être indépendante. Et je ne pense pas qu'il y a des femmes congolaises qui adhèrent aussi à l'idée qu'elles veulent être seules et indépendantes. Et je pense que ça, c'est toute une réflexion sur la femme moderne qui a été excessivement émancipée et qui peut faire tellement plus de choses qu'elle ne pouvait le faire il y a peut-être 60 ans. Et qui se retrouve face à des options où, finalement... elle peut dire que si elle veut se marier plus tard, elle peut le faire, que si elle va avoir plusieurs relations sexuelles avec des partenaires, elle peut le faire, que si elle décide de ne plus être, d'être homosexuelle, elle peut le faire. Enfin, il y a plein de tabous, de stigmates qui ont plus ou moins disparu ou qui sont moins choquants que ça ne l'était il y a peut-être 50 ans. Mais ça rend pas forcément les choses... ça c'est le débat... On peut faire une autre émission. Ça c'est le débat un peu sel, piment, voilà. C'est ça. Mais ça fera l'objet d'un autre podcast. Alors moi, je viens volontiers en parler. Il n'y a pas de souci. Moi, je m'intéresse à ça. On a fait justement un truc sur le 8 mars parce que on se posait un petit peu la question, parce qu'il y a la responsabilité des hommes aussi. Je pense qu'il faut se le dire et savoir ce qu'un homme aussi apporte dans une relation et notamment dans le cadre du mariage aussi, ce sont de vraies questions. C'est pas normal aussi qu'on se retrouve avec des sœurs qui sont en train d'élever leurs enfants toutes seules, qu'elles ont eu des aventures avec un ou deux personnes et qu'elles se retrouvent toutes seules à élever leurs enfants. Moi, je n'arrive pas à comprendre ce genre de choses. Donc, il y a une responsabilité, je pense, dans chacun des cas. Mais c'est aussi tout ça qui fait qu'on a besoin aussi de construire, à mon sens, l'unité même que représente la famille, c'est-à-dire le foyer en tant que tel, parce que sinon on va se retrouver avec des gens qui sont perdus, avec des gens qui vont à droite, à gauche. On a besoin d'avoir un cadre familial, je pense, assez serein. Louisie, tu as peut-être des choses que tu aimerais voir au Congo qui n'existent peut-être pas? J'ai envie de dire, ça serait pas mal d'avoir beaucoup plus d'activités
pour occuper les jeunes. Hein. Tout à l'heure, on parlait de l'effet des bébés noirs. Si on crée, je sais pas moi, des patinoires, plus de bowling, plus de centres de discussion ou autre, ça serait pas mal. Moi, j'aimerais bien aussi, bon après ça c'est moi, hein, mais je sais pas si ça se fera dans les années à venir ou peut-être dans les mois à venir, qui sait, créer plus de villes attractives au Congo pour essayer de désenclaver Brazzaville et Pointe-Noire, et ce qui permettrait de créer des entreprises, davantage d'entreprises, ce qui permettrait d'accroître de diminuer, excusez-moi, le chômage, enfin essayer de créer des nouvelles villes en fait. Ça serait pas mal. C'est un de mes rêves, bien que aujourd'hui, moi toute seule, Luizy, ça reste difficile de l'accomplir, mais ouais, j'aimerais bien voir ça au Congo. D'accord. Non, ça c'est un point tout à fait juste, et justement en préparation à la prochaine saison du podcast de Mokonzi, je pense justement au développement local, qui à mon avis est quelque chose qu'on ne regarde peut-être pas assez, parce que chaque département congolais a des spécificités, a aussi un climat particulier, et dans le cadre justement du soft power, on a des capacités, que ce soit dans la Likwala, que ce soit dans le Nyari, que ce soit dans le Kwilu, ou bien même dans la Bwenza, on a des éléments qui sont propres à ces départements, qu'il faut mettre en valeur. Moi, dans ma définition du patrimoine culturel, je mets justement les langues aussi. Et donc, ça a tout son sens quand on parle de ça. On a parlé des édifices coloniaux, je crois, dans le manifeste, mais pareil, on a des colons français qui sont partis s'installer dans différentes localités et qui ont laissé des traces dans les plateaux, on sait aussi dans la Bwenza, etc. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur le développement local. Donc, je vous lance l'idée, n'est-ce pas? Comme ça, peut-être pour les ACC, vous pourrez peut-être développer là-dessus. Alors, est-ce que vous avez un livre chacune que vous aimeriez peut-être recommander, ou un livre qui vous a plu ou que vous êtes en train de lire et qui devrait nous intéresser? Alors, moi, j'ai commencé un livre d'Emilienne Raoul, qui est une ancienne ministre du Congo, voilà. Et en fait, le titre, c'est l'œuvre des missionnaires catholiques dans l'éducation au Congo. Et donc, elle revient en fait à une période, c'est fin 19e siècle, 1880, quelque chose comme ça, jusqu'à 1965. Donc, on a quand même... moi j'ai pris le livre, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'Emilienne Raoul, c'est une femme, c'est une Congolaise, elle a fait de la politique, et puis elle revient sur une partie de l'histoire que moi je ne connaissais pas du tout, en tout cas le rôle que les missionnaires catholiques ont joué dans l'éducation. Je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'il y a des conséquences forcément sur la vie actuelle aujourd'hui, et encore une fois, l'importance de l'éducation dans une société, parce qu'on forme des futurs cadres, des futurs décideurs et autres. Donc voilà, je viens de commencer ce livre-là et j'ai hâte d'en faire un retour. Donc, mais voilà, je le conseille parce que ça rejoint aussi notre idée de soft power. Il y a des personnes qui écrivent, qui parlent de notre histoire, de notre culture, et je pense que ce livre en fait partie. Donc je le recommande. Effectivement. Louisie? Moi, j'aimerais bien recommander le livre de Gilbert Goma. Il nous parle un peu de l'histoire de la sapologie, comment ça a été créé, qu'est-ce qu'il en est par rapport à la sapologie aujourd'hui. J'ai trouvé ça sympa de sa part parce qu'aujourd'hui, on peut avoir plutôt un regard négatif dessus, alors qu'il y a vraiment quelque chose qui peut se créer par rapport à ça. Tout à l'heure, on parlait d'entrepreneuriat. On peut développer tout ce qui concerne le vestimentaire. On peut vraiment essayer de travailler là-dessus et vraiment faire de la sapologie quelque chose qui pourrait nous représenter de manière positive. Et dans son livre, il nous explique un peu d'où ça vient, ce qu'il en est, etc. Moi, je recommanderais ce livre. D'accord, très bien, très bien. Et oui, effectivement, quand on parle de culture, on a besoin de parler de notre tenue vestimentaire, de ce que nous portons, effectivement, puisque ça aussi, c'est aussi un constat qu'on fait. Au Congo, on porte du pagne qui vient d'Afrique de l'Ouest et qui est lui-même fabriqué en Europe. Et c'est un petit peu toute la... Et on se dit être africain en portant, mais c'est un peu tout le discours qui est un peu déroutant quand on regarde un petit peu le cheminement de ce wax hollandais, justement. Et il y a des pays qui, justement, ont développé leur propre couture, leur propre style.
voilà, il y a l'Éthiopie, il y a aussi le Ghana, il y a la Tunisie aussi qui a son propre pagne aussi. Ils utilisent le pagne pour leur mariage notamment. L'Afrique du Sud aussi, c'est aussi très connu. Donc oui, non, c'est très vaste, hein, le patrimoine, culture, architecture aussi. Je ne sais pas si on a mentionné architecture, je le mentionne aussi. Gastronomie, on a parlé de la nourriture aussi. Donc oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et c'est ce qui fait le Congo un pays riche, encore sous-exploité, encore sous-exporté. Et on espère bien qu'avec les ACC, on va pouvoir avoir une discussion beaucoup plus décomplexée, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus franche aussi, parce que je pense que c'est une manière aussi de mettre quelques sujets sur la table. Donc pour ceux qui souhaiteraient prendre contact avec les différentes personnes qui s'occupent de ce think tank et qui voudraient peut-être apporter des idées, c'est l'occasion. Vous allez le 7 ou 8 août, donc au Soft Power, l'événement Soft Power de l'ACC, qui vont se tenir donc au Radisson Blu et au Centre culturel Zola. On va republier aussi ces éléments-là sur la page de Mokonzi et sur la page du podcast pour que chacun puisse les retrouver. Voilà. Ben, merci à toutes les deux. Merci à toi. Mais de rien, ce fut un plaisir. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci. Ce qui conclut donc notre épisode sur le Soft Power avec les ateliers citoyens du Congo. En tout cas, ça a été un véritable plaisir d'échanger avec Noélie et Louisie qui sont respectivement chargés de la communication et chargés de projets au sein de l'association Les Ateliers Citoyens du Congo. Je rappelle que ils organisent le 7 et 8 août 2021 au Radisson Blu et au Centre culturel Zola à Brazzaville, les Soft Power Days qui vont être l'occasion justement de rentrer un peu plus en détail sur la discussion que nous avons eue, mais de définir et de parler un petit peu plus du Soft Power, de conscientiser ceux qui n'ont peut-être pas eu le temps d'écouter ce podcast, en tout cas partager cet épisode avec les uns et les autres. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été très intéressants. Moi, je retiens beaucoup les éléments sur la citoyenneté, sur le patrimoine culturel, très important. Et j'ajouterais aussi que ce message ne s'adresse pas uniquement aux entrepreneurs, mais il s'adresse aussi à toutes les personnes qui sont impliquées dans la gestion de l'État et qui vont, dans leur fonction, représenter le Congo d'une manière ou d'une autre. Et je crois que c'est très important. On fait référence ici au président de la République, au Premier ministre, aux ministres. On fait également référence à tous les parlementaires et aux ambassadeurs évidemment parce que dans leur mission et dans leurs attributions, ils sont amenés à voyager, à peut-être rencontrer d'autres personnes, à représenter le Congo. Donc la meilleure façon de représenter le Congo, c'est aussi à travers notre culture, à travers notre patrimoine culturel. On pense également aux scientifiques, aux inventeurs, aux ingénieurs qui travaillent au Congo et qui sont aussi une base sur laquelle le Congo peut s'appuyer et utiliser cette force pour sa diplomatie. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses. En tout cas, ça a été un réel plaisir pour moi et je vous souhaite à la prochaine. Mbewe!